en exil et sans rester en Pologne à travers des informations bien fournies concernant tous les domaines de la vie de Pologne. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. À la cabine technique, MST Niyungeko, bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce 24 décembre 2020 et passons immédiatement au titre du magazine. Un militaire burundais est mort dans une embuscade de El Shabab ce mercredi en Somalie. Le président du parti Sahwanya Frodebu promet une résolution à la crise qui mine ce parti très prochainement. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue. Un militaire de l'armée burundaise est mort dans une embuscade à la mine tendue par le groupe terroriste Al-Shabaab en Somalie ce mercredi. Les informations en provenance de la région de Borne, approximativement à 10 km de la ville de Johar, où se trouve le contingent burundais, indiquent que le caporal-chef Manirakiza, chauffeur qui œuvrait dans l'armée burundaise, transportait de l'eau dans un camion-citerne de type G6 de l'état-major. La victime est native de la province Mwaro. Après plus de 2 semaines de silence sur le climat malsain entre dirigeants du parti Sahwanya Frodebu, le président de ce parti réagit finalement à travers un discours écrit à l'intention des membres de ce parti et tous les Burundais durant cette période des fêtes qui termine l'année 2020. Le président du parti Sahwanya Frodebu a promis que la crise qui secoue ce parti sera résolue tout au début de l'année prochaine. Le point avec Walter Kwizir. Cette tension entre dirigeants du parti Sahwanya Frodebu est connue du public externe au parti depuis le début de ce mois de décembre. Le 4 décembre, certains membres du comité exécutif du parti Sahwanya Frodebu avaient rédigé un acte de mise en accusation du président de ce parti, lui reprochant de trahison. À travers cet acte, ce groupe avait sollicité un congrès national pour remplacer le président actuel, ce qui n'a pas été fait. Dans son discours de ce 24 décembre, Pierre Claver Nahimana, président du parti Sahwanya Frodebu, a annoncé que la crise interne au parti sera résolue au début de l'année 2021. Selon lui, ces querelles au sein du parti qu'il dirige proviennent d'un groupe de membres de ce parti qui ne vise rien d'autre que sa destitution. Pierre Claver de tranquilliser tous les Iraguémouka en leur promettant que cette question est entre les mains du conseil des sages de ce parti et que malgré la grandeur de la question avec le début de l'année 2021, le problème sera résolu. Souhaitant une bonne nouvelle année à tous les Burundais, Pierre Claver Nahimana a demandé aux nouveaux dirigeants des différents échelons du pays d'accomplir les promesses qu'ils ont faites aux Burundais. Ainsi, les tirer de la pauvreté qui s'est accentuée, dit-il, cette année 2020. Une pauvreté qui frappe les jeunes et les moins jeunes affiliés ou non à des partis politiques. Merci Walter Kwizera. La profanation des vestiges des Banyamulenge massacrés en août 2004 qui succède à la croix volée au mausolée des élèves du lycée Kibimba brûlés vifs en octobre 2093 n'en vise que vouloir effacer toute trace sur les crimes commis. C'est en substance la réaction du professeur d'université Charles Nditije et président du parti UPRONA non reconnu par Gitega mais selon son politique, tôt ou tard, tous les auteurs de ces crimes seront traduits devant la justice. Suivez plutôt professeur Charles Nditije qui s'est entretenu avec notre confrère Emmanuel Niyungeko. Je voudrais rappeler que les victimes Tutsi de Kwibubu Akibimba en 1993, tout comme celles de Gatumba en 2004, ont été massacrées du simple fait qu'ils étaient de l'ethnie Tutsi. Donc c'est un génocide qui a été commis dans les deux cas. La volonté de supprimer, d'effacer définitivement ces symboles, ces monuments, traduit la volonté de ces criminels d'effacer toute trace parce que ce sont des témoins évidents, des signes
qui vont être brandis devant les juridictions, qu'elles soient nationales ou internationales. Ils savent que ces crimes sont inamnistiables. Donc ils essayent d'effacer ces traces, mais ils se trompent lourdement. Et de plus, les témoins ne vont pas tous disparaître. Il y a des images qui ont été prises, il y a des écrits qui ont été confectionnés. Tous ces témoignages vont se mettre au grand jour quand les juridictions vont commencer à fonctionner. Un autre aspect aussi, ces monuments, ces tombes sont des reproches vivants et quelque part, quand ils les voient, ces criminels n'ont pas la conscience tranquille et ils en ont peur quand ils voient ça, quand les gens sont là de savoir qui a commis ces crimes odieux et il est pointé du doigt. Je pense que l'irréparable a été fait et tôt ou tard, ils seront traduits devant les juridictions. Professeur Charles Nditi, dans quelques instants, nous abordons la page gouvernance. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Dans notre série de reportages consacrés aux enquêtes menées par la RPA sur les terres de Niabouguété, aujourd'hui nous revenons sur le processus de viabilisation de ce quartier qui date de 2010 ainsi que des événements qui se sont passés pour aboutir à ce processus. La viabilisation du quartier Niabouguété est l'une des preuves qui atteste la non-domanialité des terres de Niabouguété. Éloge divin Remèche. Après le rapport de la commission interministérielle de 2007 qui a approuvé l'indemnisation des propriétaires des parcelles où avait été érigé le stade olympique, il s'en est suivi une lettre du maire de la ville de l'époque, l'ingénieur Elias Ouregoure, adressée à la directrice de l'urbanisme et de l'habitat. Dans sa lettre, le maire de la ville déclarait avoir constaté que des attestations d'appartenance de parcelles avaient été délivrées sur base des attributions irrégulières et ventes frauduleuses sous la bénédiction de l'ancien chef de zone Kanyosha de 2003, le nommé Jacques Bigirimana. Le maire de la ville, Elias Ouregoure, soulignait également que ceux qui avaient obtenu les parcelles avaient trompé la vigilance des services du cadastre rural pour aboutir à l'établissement des certificats d'enregistrement au nom de nos propriétaires. Les questions soulevées à maintes reprises sur les terrains de Niabouguété ont poussé les acheteurs et les paysans natifs, propriétaires de parcelles, à s'organiser en association en 2009 et dénommée Association des propriétaires de parcelles de Niabouguété, APPN en sigle. En 2010, à travers un processus de viabilisation par intégration, il y a eu des conventions d'aménagement du site entre la PPN et la Direction générale de l'urbanisme et de l'habitat. Cette convention stipulait que les membres de la PPN cèdent à l'État, donc à la Direction générale de l'urbanisme et de l'habitat, 47% de leur terrain pour garder 53%. Dans les 47% octroyés à la Direction générale de l'urbanisme et de l'habitat, cette dernière a d'ailleurs vendu quelques parcelles à la population qui a, par conséquent, adhéré à la PPN. Avant le début des travaux de viabilisation, le ministère de la Justice a procédé à l'annulation de tous les titres de propriété foncière antérieurement attribués sur le site de Niabouguété. L'objectif était qu'après les travaux de viabilisation, il ait lieu une autre distribution de titres de propriété aux vrais propriétaires sur base de 2 documents. Ces derniers étaient la preuve donnée par des notables qui attestaient l'appartenance d'une parcelle ainsi qu'un contrat de vente qui prouverait un achat s'il y avait eu une vente. Ce sont ces 2 documents qui ont fait que ceux qui avaient obtenu des parcelles sous l'autorité de Jacques Bigirimana, dont la majorité était de hauts dignitaires, comme l'indique l'étude menée par feu Ernest Manirumva en 2006 pour l'OAG, soit exclue. C'est en 2014 que quelques personnes parmi celles dont les attestations d'appartenance de parcelles avaient été déjà annulées et prétendu avoir des parcelles à Niabouguété. L'exemple illustratif est celui de monsieur Philippe Nyongabo, ancien directeur général de la Régie des eaux en 2014. Lors de 2 descentes sur terrain organisées par la Direction générale de l'urbanisme et de l'habitat avec la PPN, les représentants de Philippe Nyongabo ont présenté une attestation d'appartenance de parcelles délivrée par le chef de zone Kanyosha en 2003 avec un titre de propriété relatif de 2,3 hectares sans toutefois présenter ni son vendeur ni le document attestant l'origine de son prétendu terrain. Et selon le
procès verbal des descentes sur terrain, M. Nyongabo Philippe a fini par se rendre à l'évidence qu'il n'avait pas de droit à se faire valoir sur ce site et le dossier a été clôturé sans suite. Quelques années plus tard, vers la fin 2016 et début 2017, il est apparu un groupe de 9 personnes qui prétendaient être des attributeurs de parcelles sur le dit site en vue de leurs attestations d'appartenance de parcelles délivrées par le chef de zone d'Okanyosha de 2003. Malgré cette situation, des personnes conscientes parmi celles-là qui réclament actuellement la domanialité des terres ont remis à l'administration leurs documents de terrain irrégulièrement acquis. Parmi elles, on citerait Léonard Gachuuko, qui fut président de la cour d'appel de Bujumbura en 2004. Tous ces faits relatés ont été considérés par différentes institutions du pays pour attester que les terres de Nyabugete appartenaient bel et bien à la population avant que les services de l'urbanisme ne fassent des concessions avec l'association APPN. Merci, éloge divin. Les mèches, le gouvernement du Burundi se serait basé sur une étude faussée et pleine d'incohérences, car commanditée par l'une des parties en conflit. Dans notre série de reportages aujourd'hui, nous vous parlerons de certaines lois en la matière violées ainsi que des irrégularités relevées dans le dossier transmis à la présidence de la République par un investisseur privé, un dossier n'ayant d'autre visée que d'obtenir gain de cause. Josiane Moudzanet. Le premier mensonge relevé est en rapport avec la motivation même que cet investisseur a mise en avant pour solliciter le site de Chamhadzi. Comme cela transparaît dans la correspondance que le chef de cabinet civil à la présidence de la République du Burundi a adressée à la ministre du Commerce et de l'Industrie en date du 28 octobre 2020, c'est cette motivation qui aurait suscité l'intérêt des autorités burundaises pour donner leur aval. En effet, l'investisseur en question avançait que l'OTB n'était plus à mesure de prendre toute la production théicole, ce qui décourageait les théiculteurs et risquait de les entraîner à délaisser leur plantation du thé au profit des cultures vivrières. Une affirmation qui a vite été démentie par le syndicat Citraté réunissant le personnel de l'OTB. Ce dernier fait plutôt savoir que depuis 2017, l'OTB a adopté un vaste programme d'extension des plantations qui vont parallèlement avec l'extension de ses usines en fonction de la production de feuilles vertes attendue. Le deuxième mensonge réside dans l'exagération du nombre de serres requis. Selon l'investisseur Anissé Ndoichima, son usine dénommée ITK aura besoin de 33 000 serres de bois de chauffage par mois, alors que toutes les 5 usines de l'OTB ont utilisé 41 279 serres pour toute l'année 2019-2020, c'est-à-dire de juillet 2019 à juin 2020. Bref, cette nouvelle usine prévoit utiliser 10 fois plus le nombre de serres utilisées par 5 usines, ce qui, pour le personnel de l'OTB, est non seulement un signe éloquent que cet investisseur ne maîtrise pas le domaine de l'industrie théicole, mais démontre aussi qu'il n'est qu'un pion manipulé par certains ténors du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Un autre fait troublant est la légèreté, si pas la bêtise, de croire que cet investisseur, avec sa promesse de construire une usine ayant une capacité d'accueil de 120 tonnes par jour, va aider au développement de la filière thé au moment où les usines d'Oteza et Guegura qui se fournissent dans le site attribué à ce privé ont une capacité d'accueil de 178 tonnes de feuilles vertes, ce qui fait 58 tonnes de plus par rapport à la nouvelle usine. Pire encore, cette cession a été opérée en violation des lois et réglementations régissant cette filière théicole du Burundi. À titre illustratif, cette future usine en gestation s'illustre par une concurrence déloyale et pour cause, aidé par le ministre Deogi Delurema ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions, lui-même originaire de Chamhadzi, l'investisseur Anissé Ndoichima a débuté une campagne visant à détourner les cultivateurs du thé des environs en leur promettant de leur acheter leurs feuilles vertes à 300 francs burundais le kilo au lieu des 250 que leur donne l'OTB, ce qui est considéré comme un vol et une façon déloyale d'agir par le personnel de l'OTB, surtout que ce dernier n'a investi aucun centime dans cette culture. Il
et le syndicat Citraté de s'interroger sur comment de telles autorités comme le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, ainsi que le chef de cabinet civil à la présidence, en la personne de Gabriel Nizigama, se permettent de violer des lois qu'ils ont elles-mêmes mises en place. Ici, nous citerons une recommandation pertinente issue de la retraite gouvernementale de 2017 et contenue dans la correspondance numéro 100 /CAB/2573/2017 du 11 octobre 2017 du chef de cabinet civil du président de la République du Burundi qui stipule que, j'ouvre les guillemets, en attendant la mise en place d'une agence de régulation de la filière café, tous les champs théicoles du milieu villageois reviennent à la société qui les a appuyés dans l'implantation et dans l'encadrement et que chaque société usine la feuille verte issue des champs théicoles qu'il a appuyés et encadrés. Je ferme les guillemets. Les habitants de la ville de Bujumbura se plaignent que les véhicules de transport en commun sont vétustes. De plus, il arrive que les pièces de ces véhicules blessent les passagers ou déchirent leurs vêtements. Le point avec Rachel Kagissi. Ces usagers du transport en commun des quartiers sud de la capitale Bujumbura affirment que les sièges d'autobus sont tellement vétustes au point de blesser les passagers ou déchirer leurs vêtements. Un des usagers raconte. Les bus qui se rendent dans les quartiers Bwiza et Musaga ne cessent de déchirer des vêtements si on n'y prend pas garde. Ces usagers du transport en commun ajoutent que ces bus sont tellement amortis et que des fois n'arrivent pas à destination. Des fois, ils tombent en panne à cause de leur vétusté. En cours de route, les passagers sont obligés de les abandonner et chercher un autre bus. Ces bus sont en majorité de marque Toyota et de type Quaster ou IAS. Merci à Rachel Kagissi. Dernière page de ce magazine. Le secteur forestier au Burundi regorge une variété d'êtres vivants. Il y a ceux qui se situent dans des parcs nationaux, dans des réserves naturelles, dans des aires protégées ainsi que dans des paysages protégés. Les forêts s'étendent sur plusieurs milliers de hectares. Cependant, elles connaissent une menace de l'action de l'homme. N'est-ce pas, Trésor Nyonga? Le Burundi regorge de plusieurs types de forêts. Selon des informations que nous détenons d'une source au ministère de l'Environnement, il y a en premier lieu des parcs nationaux. Selon cette source, ces parcs s'étendent sur une superficie de 100 800 hectares. Il s'agit du parc de la Ruvubu, celui de la Kibira et celui de la Rusizi. Le Burundi connaît aussi 5 aires protégées, raconte notre source. Il s'agit de l'aire de Gisagara à Changuzo et l'aire de Mabanda Nyanzalak à Makamba avec en tout 1730 hectares de superficie. Les aires protégées de Mukunguru Kambasi et celles de Kinoso s'étendent sur une superficie de 24 500 hectares. À Kirundo, au nord du Burundi, il y a des paysages protégés du nord couvrant une superficie de 1570 hectares. Le Burundi connaît également des réserves naturelles au sud. Celle de Bururi a une superficie de 3200 hectares, celle de Kigwena 500 hectares et celle de Vianda-Rumonge 4500 hectares. Cette richesse est toutefois menacée par l'homme. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des conséquences des activités de l'homme sur la faune et la flore, y compris des menaces sur sa propre vie. Merci à Trésor Nyonga. C'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce 24 décembre 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à MSTV Nyungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Passez de bons moments chez vous et joyeux Noël. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Bakira!